Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Réflexe Critique. L'idée, ce sera, comme d'habitude, de revoir ce qui avait été dit dans la vidéo de Capsule Concept autour des besoins et de la motivation à créer. On avait fait un long épisode qui avait duré plus d'une trentaine de minutes. Je vous invite à aller le regarder si vous ne l'avez pas vu. L'idée aujourd'hui, ce sera de revenir sur certains points et de voir qu'est-ce qui aurait pu être mieux dit, qu'est-ce qui pourrait être corrigé et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer un peu plus loin que ce qui a pu être dit pendant cette capsule concept. La dernière étape de ce réflexe critique que je vous propose, c'est d'aller regarder est-ce qu'on aurait pu trouver des versions alternatives à mes explications, est-ce qu'on aurait pu se laisser aller à des expériences de pensée différentes, puisque moi je vous en ai proposé quelques-unes. Là j'avais mêlé les théories évolutionnaires, la théorie de l'autodétermination, avec les besoins psychologiques et physiologiques. J'avais fait déjà un grand écart, mais j'espère que ça a nourri la réflexion et que c'était intéressant pour vous. Là, je vais demander à Gemini de me donner des pistes d'alternatives pour ce que j'ai pu dire ou ce qu'on a pu expliciter ensemble. Donc, cette dernière étape consiste à pratiquer la falsification au sens de Karl Popper. Cherchez activement à prouver que votre théorie pourrait être fausse pour mieux en tester la solidité. Exactement, c'est ça que je veux. Donc voyons, 5 explications alternatives concurrentes à ce que j'ai pu dire. Plutôt que de voir la créativité comme une réponse à des besoins, une vision fonctionnaliste, considérons ces alternatives. La sélection sexuelle, l'hypothèse du pan, la créativité ne servirait pas à résoudre des problèmes techniques, comme la survie, mais à signaler une haute qualité génétique. Là, on retrouve ce que j'avais dit dans une des vidéos précédentes sur la sélection sexuelle comme quelque chose d'intéressant. Comme la queue du paon, l'art serait un signal coûteux pour séduire des partenaires en montrant qu'on a assez d'énergie pour gaspiller du temps à créer. Il nous donne une source, The Mating Mind, de Geoffrey Miller. Vous pouvez la consulter si vous voulez voir. En tout cas, l'idée, c'est que c'est la théorie du handicap. Alors, je ne connais pas bien cette théorie-là sur le plan évolutionnaire, mais en tout cas, vous la comprenez avec ce qui est écrit ici. Je montre que j'ai suffisamment de temps à dédier pour faire de l'art, pour faire des activités créatives et des réalisations créatives. Et ça montre que j'ai suffisamment de bonnes qualités pour après pouvoir aller chercher des ressources dans un autre temps. Globalement, je suis peut-être plus efficace que d'autres, je sais mieux coopérer que d'autres, ou j'ai des qualités différentes qui m'amènent à pouvoir me dédier ce temps-là. Un autre point qui est à voir, il appelle ça l'épiphénomène cognitif. Donc la créativité, ce ne serait pas une fonction en soi, mais un effet de bord accidentel de l'hyperconnectivité du cerveau humain. Nous créons parce que nos neurones font des liens par erreur et nous avons ensuite inventé des raisons, que ce soit les besoins ou les motivations, pour justifier ce bruit cognitif. En tout cas, ça, c'est une théorie qui serait intéressante et qui dirait que la créativité, c'est juste un raisonnement a posteriori de bruit qu'on a comme ça dans notre cerveau parce qu'il connecte des choses entre elles qui n'ont aucun lien. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui relie à des théories qui existent sur la notion de restructuration de l'espace conceptuel qui a lieu lorsqu'on dort pendant le sommeil, qui rejouerait des scènes qu'on a vécues pendant la journée et qui ferait se corréler des situations qui n'avaient pas de lien entre elles, comme si ça s'allumait, ça clignotait comme une guirlande et que ça faisait en sorte qu'il y a des neurones qui s'allument au même moment alors que pendant la journée, ce n'était pas allumé au même moment et là, ça aurait connecté plusieurs idées. Ça, c'est quelque chose encore à creuser, mais ça va avec ce qu'il nous appelle l'épiphénomène cognitif. Le troisième point qu'il aborde en guise d'alternative, ça serait le mime culturel. Donc la mémétique, plutôt les mèmes culturels, parce que le mime, c'est une mauvaise traduction de l'anglais. Nous ne créons pas pour satisfaire un besoin interne, mais pour répliquer des mèmes, donc des idées, des bouts de concepts qui cherchent à se propager. La créativité serait une pression exercée par la culture sur l'individu et non l'inverse. Il nous met en source le gène égoïste de Richard Dawkins. C'est intéressant si vous aimez creuser ces aspects de théorie évolutionnaire appliquée à des substrats de culture, on pourrait l'appeler comme ça, les mêmes en l'occurrence. Vous pouvez aller lire ce livre-là. D'ailleurs, je suis en train de le finir. Et c'est vrai qu'il est très intéressant à voir si la créativité pourrait être poussée par cet environnement culturel qui nous pousse à créer. Comme c'est très très localisé aussi la créativité, et qu'il y a des endroits où ça ne l'est pas du tout, on pourrait dire que c'est lié à certains contextes sociaux, à certains contextes culturels. Le quatrième point qu'il nous aborde, c'est la pathologie de l'ennui.
La créativité ne serait qu'une stratégie d'évitement de la douleur de l'ennui, horreur vacui, horreur du vide. Ce n'est pas un besoin de croissance, mais une fuite devant le vide existentiel. C'est ce que j'avais un peu évoqué avec les notions de divertissement pascalien, que je réduis souvent avec cette idée d'angoisse du vide existentiel. Ici, il le met en mode la créativité, voilà, c'est juste pour éviter ça. Et donc c'est pour ça qu'on se fait des nœuds au cerveau, qu'on imagine des trucs, qu'on assemble des choses qui sont assez éloignées, qu'on en fait des productions, qu'on dit originales, qui sont adaptées à certains contextes. Effectivement, c'est une théorie qui serait intéressante de voir si la créativité n'est pas née juste pour ça. Mais dans ce cas-là, elle n'aurait plus du tout de lien qu'avec la survie. À part si le fait de réduire ses angoisses, ça nous aidait à mieux vivre et à moins nous suicider, par exemple. Et la cinquième, c'est le conditionnement social. Le besoin de singularité que vous évoquez pourrait être une construction purement occidentale et moderne. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, l'innovation est vue comme un risque de déstabilisation du groupe, invalidant l'idée d'un besoin biologique universel de se différencier. Alors ici, je n'avais pas mentionné un besoin forcément biologique universel de se différencier, c'était plutôt un besoin psychologique. Et après, on pourrait toujours le questionner de savoir est-ce que ce besoin psychologique, il est universel, ou est-ce qu'en fait le besoin de singularité, ça n'est que dans nos sociétés occidentales où on a besoin d'être différent des autres, d'être mieux que les autres. Ça, à voir si dans des sociétés, on a le tout conformiste, on a des comportements qui vont totalement à l'encontre de ce besoin de singularité. C'est possible, il y a des sociétés très communautaristes où la différence, n'est pas du tout valorisé, et on est content de participer au groupe, mais bon, c'est quelque chose à creuser. Il nous propose des scénarios contrefactuels et des expériences de pensée, des tests empiriques. Comme d'habitude, je verrai si ça vaut le coup qu'on les creuse, sinon je vous les afficherai à l'écran et je vous laisserai les lire dans votre coin. 5 scénarios contrefactuels. Et si l'environnement avait été stable et sans danger? Est-ce que l'humain serait resté une espèce statique sans créativité? Si oui, cela prouverait que la créativité est une réaction au stress et non une force de vie intrinsèque. À voir, effectivement. Et si le langage n'avait jamais émergé, pourrait-on satisfaire nos besoins créatifs sans la structure symbolique du langage? Cela permettrait de séparer la pensée créative de la communication créative. Alors ça, c'est vrai que c'est un point intéressant de savoir, sans langage symbolique abstrait comme on a aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait? Et de ce côté-là, on pourrait déjà aller voir les sociétés qu'on dit des fois traditionnelles, ou en tout cas qui ont développé une moindre culture artefactuelle et symbolique. Donc, par exemple, des langages moins complexes que les nôtres et un nombre d'objets et une complexité d'objets moins élevés. À voir si dans ces sociétés-là, on trouve aussi de la créativité et quelle forme de créativité ça voudrait dire. Et si la créativité est douloureuse au lieu d'être gratifiante, pas de flow, l'humanité aurait-elle quand même survécu grâce à la technique? Si oui, cela invaliderait-il le lien entre bien-être et créativité? Alors, j'ai pas forcément fait le lien entre bien-être et créativité, j'ai plutôt fait entre stabilisation émotionnelle et créativité. Ça ne veut pas dire forcément que ça nous fait du bien. Ça peut faire du soulagement, ça n'est pas forcément propice à l'agrément ou à du plaisir intense. Maintenant, bon, on a dit qu'il y avait des circuits de la dopamine qui pouvaient être impliqués là-dedans, donc la question du réseau de la récompense. Il y a quand même des preuves que c'est lié à une récompense et que la créativité, c'est plutôt associé à du plaisir. Mais on pourrait imaginer qu'elle était douloureuse. D'ailleurs, pour certains, ça l'est un petit peu parce que c'est une surcharge cognitive et ça fait forcer beaucoup. Donc on pourrait voir si effectivement la créativité était douloureuse, qu'est-ce que ça donnerait. Le quatrième scénario qu'il nous propose, c'est et si nous vivions dans une abondance totale et automatique? La créativité disparaîtrait-elle faute de problèmes à résoudre? C'est le paradoxe des utopies, nous met. Effectivement, je vous laisse méditer sur ça ou écrire si jamais ça vous donne des inspirations et de quoi faire avancer votre plume. Et le cinquième, si chaque acte créatif nous coûtait une année d'espérance de vie, est-ce que nous créerions encore? Cela testerait si la créativité est un besoin de niveau physiologique, vital ou un luxe. Ah oui, ce serait intéressant, j'aime bien cette expérience de pensée. Une année de création, une année d'espérance de vie en moins, est intéressant sur ce point-là. Et enfin, il nous donne 3 expériences de pensée de tests empiriques. Donc je vais les regarder avec vous et on va voir ce que ça donne. L'expérience du monde de l'incertitude zéro. Expérience de pensée. Imaginons un individu dont tous les besoins, faim, sécurité, lien social, sont parfaitement prédits et comblés par une machine. Si cet individu continue à inventer des problèmes ou à créer des objets inutiles, cela prouve que la créativité est un besoin autonome et non un simple outil d'adaptation. Alors le test de l'isolement sensoriel.
Placer des sujets dans des caissons d'isolation sensorielle, privation de besoins externes. Si le cerveau génère des hallucinations complexes ou des récits structurés, créativité forcée, cela confirme l'existence d'une pulsion de cognition qui doit travailler même sans objet. Il nous mentionne les travaux de John Lilly. Sur le plan éthique, je ne sais pas si je ferai cette expérience en vrai, placer des sujets dans des caissons d'isolation sensorielle, ça doit être terrible, mais enfin, on peut le faire en simulation mentale. Une autre expérience qu'il nous propose, c'est celle de la récompense arbitraire. Proposer à deux groupes une tâche créative, le groupe A est payé, motivation extrinsèque, le groupe B ne reçoit rien. Si le groupe B produit des solutions plus originales à long terme, cela confirme votre distinction entre besoin intrinsèque et simple motivation. Il nous parle des expériences d'Edouard Deci sur la théorie de l'autodétermination. Intéressant qu'il la reprenne. Et la dernière expérience de pensée, l'analyse comparative interespèce. Tester si des primates, il nous donne l'exemple des bonobos, utilisent des outils de manière créative uniquement en situation de manque, de besoin, ou aussi en situation de jeu, donc d'une manière gratuite. Cela permettrait de dater l'apparition de la créativité comme besoin dans l'évolution. Voilà, on en termine là pour les scénarios contrefactuels, les expériences de pensée, les manières alternatives de réfléchir à ces sujets, des besoins autour de la créativité, des motivations qui nous poussent à créer. Je vous laisse avec ceci et je vous donnerai aussi un test en description pour aller revoir ces différentes notions. Si vous voulez faire des flashcards, si vous voulez faire des petites questions quiz, je les ai générées avec Notebook LM comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour une capsule concept ou un réflexe critique. Allez, ciao! Avec réflexe critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.